j'espère que vous êtes bien installés devant votre écran. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue au Coffee Talk de Sowell. Pour rappel, Sowell Formation est une société de formation qui organise des formations courtes, comme son nom l'indique, des formations longues et des diplômes universitaires avec l'Université de Valladolid. Nous sommes heureux ce soir de vous accueillir. Faites-moi rêver, dites-moi un petit peu d'où vous venez. Je pense qu'il y a plein de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Je vois qu'il y a des gens qui viennent de... Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Canada? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens... Algérie, magnifique Algérie. Est-ce que la Tunisie est dans la place? Il y a Rennes qui est dans la place aussi. Ça s'amuse. Ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression, est dans la place. Oran est là. Bienvenue aux amis de Camus. La Drôme est là. La Drôme, c'est le rêve. L'Algérie, toujours. Est-ce qu'on va avoir... La Belgique est là. Sarrebourg. Bon, on va pas faire tout le monde parce que ça commence à s'emballer un petit peu. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde ce soir, Marie. Je suis heureux ce soir d'accueillir Marie Caiazzo. Marie Caiazzo est quelqu'un que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre. C'est une de nos responsables pédagogiques. Elle organise avec nous des formations. Marie, je te laisserai en parler plus tard. Elle est psychomotricienne. Marie est aussi hypnothérapeute, praticienne de méditation de pleine conscience et de MDR. Évidemment, aujourd'hui, comme vous le savez, elle va nous parler des rêves. Le rêve, c'est quelque chose qui nous fait tous rêver, parler des rêves. Moi, souvent, je me réveille le matin et la première question que je me pose, c'est est-ce que j'ai rêvé ou pas? Et d'essayer de me souvenir un petit peu de mon rêve et j'essaie d'en profiter un petit peu. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. En tout cas, nous sommes ravis. Marie, je vais te céder la parole. Merci d'avoir accepté une fois de plus de prendre la parole et de venir présenter un thème qui te tient fort à cœur. Et à cœur, c'est l'occasion de le dire. Je te cède la parole. Merci Marie. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie d'avoir autant de pays représentés. C'est toujours un plaisir de voyager à travers vos petits messages. Donc c'est génial. Je trouve ça assez fantastique ce que la visio permet de faire, et notamment les formations de Sowell qui nous permettent de nous connecter tous ensemble à travers une petite webcam et de partager des formations enrichissantes avec plein d'intervenants, tous plus passionnants les uns que les autres. Ce soir, on va parler des rêves, on va parler de leur fonction physiologique, on va parler de leur fonction symbolique et évidemment, ce sera l'occasion aussi de vous présenter différentes formations qui vont être en lien avec cette thématique. Je vais d'abord me présenter, donc je m'appelle Marie Caiazzo, je suis psychothérapeute, psychomotricienne. Je suis spécialiste de l'accompagnement du psychotraumatisme enfant, adolescent, adulte qui traversent des périodes difficiles dans leur vie. Euh, et comme outil de thérapie, eh bien, j'ai initialement l'analyse avec une formation de psychanalyste au départ. Et puis ensuite, je me suis formée aux thérapies brèves, à la TCC à travers la méditation de pleine conscience, l'hypnose et des outils comme le MDR. Donc ça, ce sont mes outils thérapeutiques. Et puis, je reçois donc des patients en consultation au cabinet. Et puis j'anime donc des formations pour le compte de Sowell, pour l'Université Miguel de Cervantes de Valladolid. Et ce soir, donc, nous allons parler des rêves. Alors, je vais commencer par partager mon écran et nous allons parler des rêves, à quoi ils servent, la physiologie, la symbolique et tout ce qui va nous occuper. Depuis que l'homme existe, en fait, il s'interroge sur ses rêves, il cherche à leur donner un sens qui diffère selon les individus. Donc, vous ne trouverez pas dans cette formation d'interprétation toute faite. Bien au contraire, vous verrez à quel point le rêve parle à l'individu et à son histoire. Il est également différent selon les époques et les sociétés qui vont traverser. Mais le mystère demeure, d'autant qu'on n'a pas véritablement accès aux rêves qu'à travers le discours individuel de chacun, qui va nous en rendre compte, et comme nous l'a dit Fabrice, encore faut-il s'en souvenir. Donc ceux du rêveur qui se risquent à la mise en mots du rêve, des fragments dont il va se souvenir,
Et puis, on va tenter de comprendre ce qu'est le rêve en proposant des hypothèses sur son fonctionnement. Et notre propos donc croisera deux approches. Une première approche qui sera physiologique, et ceux qui me connaissent savent à quel point la physiologie est un élément essentiel dans mes enseignements. J'aime bien faire comprendre d'où ça vient et comment ça fonctionne. Et puis, bien sûr, une approche analytique qui est la base de ma formation. Alors, je vais vous poser peut-être quelques petites questions. Pourquoi on ne se voit jamais lire dans un rêve? Quelle fonction Aristote attribuait à celui-ci? De quoi rêvent les bébés? Combien de temps dure réellement un rêve? À quoi sert un bassin attracteur? En quoi la bande dessinée éclaire la manière dont nous rêvons? Eh bien, ce sont autant de questions qui seront abordées au cours de notre formation qui sera proposée le 12 et 13 avril, qui a pour titre Mieux rêver et rêver grand. Mais ce soir, j'ai envie de vous parler du rêve et de cette réalité que j'exprime à mes patients parce que je dis que la journée, en fait, elle est répartie entre deux temps. Une réalité partagée, mais qui est limitée par tous, celle qui s'appelle la journée et qu'on partage dans une forme de réalité partagée, mais qui va être limitée. Et puis, une réalité personnelle et illimitée qu'on appelle le rêve. Et j'adore envisager le rêve de cette manière-là, c'est-à-dire que moi, je dis que j'ai deux temps dans ma journée. Et la réalité personnelle illimitée me permet d'accéder à une autre dimension, à un autre moi, un autre possible. Et j'aime envisager vraiment le rêve dans cette manière illimitée. Quand, par exemple, j'accompagne des familles endeuillées, souvent je leur dis en fait, vous changez de réalité. La personne qui a disparu a changé de réalité. Elle était au départ dans une réalité partagée limitée. Et maintenant, elle va être dans votre réalité personnelle illimitée. Vous allez pouvoir, une grande partie de votre journée, pouvoir être en lien avec cette personne de manière illimitée et personnelle. Parce que ce rêve va faire partie de ma réalité personnelle et illimitée. Il est présent principalement au cours de la phase du sommeil qu'on dit paradoxale, mais on peut également observer des phases de rêve dans le sommeil profond. C'est ce qu'on observera à travers les études du rêve. Il est réservé à ce qu'on appelle les homéothermes, ceux qui régulent leur température, donc les chiens rêvent, les chats rêvent, nous rêvons. Et c'est une fonction qui est, si c'était une fonction qui était inutile à l'espèce, il lui faudrait environ 1500 ans pour que l'évolution la supprime. Donc, ça veut dire que cette fonction, elle aurait disparu depuis 65 millions d'années si elle avait été inutile. Imaginez donc que cette fonction est extrêmement importante et essentielle pour l'être humain. Donc, ce soir, on va commencer à réfléchir, à comprendre et à appréhender nos rêves. Parce que nos rêves, en fait, c'est un passage secret. C'est une clé qui va ouvrir sur une porte et qui va nous donner accès à toute la profondeur de notre psyché. Mais avant de rêver, il va falloir s'endormir. Et donc l'endormissement va être un moment clé qui va un petit peu déterminer ce qui va se passer dans notre rêve. La qualité de notre endormissement, la manière dont on va s'endormir, les intentions qu'on va venir poser dans ce temps-là vont être déterminants pour la suite. Souvent, je dis, si vous voulez vous souvenir de votre rêve, eh bien, il faut en demander l'intention pendant le temps d'endormissement. On va pouvoir même utiliser à ce moment-là un carnet de rêve qu'on va venir poser juste à côté de sa tête de lit. Et on va venir poser cette intention très précise de notre cerveau de se dire, là, j'ai très envie de me souvenir de mon rêve, s'il te plaît, donne-moi des outils. Et donc ce temps d'endormissement qui est normalement dans une durée autour de 20 minutes, c'est un endormissement normal, va être un temps déterminant qui va permettre tranquillement de passer de l'état de veille à l'état de sommeil avec un passage tranquille vers le repos. Et puis, évidemment, ça va être un temps clé où on va chercher à cesser les ruminations mentales. Très souvent, dans ce temps d'endormissement, le problème vient des ruminations mentales. Et donc, un des éléments qui va nous permettre de réguler nos ruminations mentales, c'est la méditation de pleine conscience, qui est un outil fantastique pour nous aider à accepter et à ne pas nous arrêter sur nos pensées. Quand on pratique la méditation de pleine conscience, quand on la pratique plusieurs fois dans la journée régulièrement, le temps d'endormissement va être beaucoup plus simple pour justement réguler ses pensées et permettre tranquillement, avec les temps de respiration, de laisser tout doucement le corps aller vers le sommeil et la tranquillité. La manière dont on s'endort va déterminer un peu la manière dont on va dormir.
Et donc, notre état émotionnel, évidemment, au moment de l'endormissement, va également être un moment clé dans les temps de sommeil. Mais avant toute chose, avant de pouvoir rêver, il va d'abord falloir payer ta dette de sommeil. C'est-à-dire qu'on va d'abord passer par cette phase de sommeil profond qui est absolument nécessaire pour ensuite pouvoir rêver. Parce que le rêve va avoir différentes fonctions, ce qu'on va voir. Mais d'abord, il faut que le corps se repose. Ça sert à ça. Le sommeil est d'abord un élément fondamental de réparation et de récupération physiologique. Ce soir, on va parler des fonctions du rêve. Donc, ça veut dire qu'on a pu tranquillement s'endormir, qu'on a posé une intention au moment du sommeil, qu'on a appris tranquillement à descendre doucement dans ce temps du rêve. On va d'abord payer notre dette et reposer notre corps, privilégier une récupération mentale et puis un nettoyage cérébral, hein, on va le voir tout à l'heure. Et puis, on va entrer dans ces différentes fonctions du rêve. Alors, le rêve, en réalité, eh bien, ça a une fonction cérébrale automatique. C'est-à-dire que parfois, j'entends, moi, je rêve pas, ou moi, je pense que je ne rêve pas. Donc, on a accès à nos rêves quand on a accès à notre monde émotionnel. Donc, tout le monde rêve, de la même manière que tout le monde a des émotions. C'est absolument impossible de ne pas en avoir, puisqu'ils sont une information essentielle pour nous ajuster et fonctionner dans le monde dans lequel nous évoluons. D'abord, nous ajuster de nous par rapport à nous, c'est-à-dire comment je me sens, comment je me ressens dans cette situation, mais également nous ajuster par rapport aux autres, hein. L'être humain est un être social, sociabilisé, donc il a besoin de s'ajuster et de savoir un peu s'adapter en fonction des autres. Donc les émotions servent à cela et à nous permettre de nous informer de comment on se sent dans la situation dans laquelle nous sommes et avec qui nous sommes. De la même manière que l'émotion est une fonction essentielle et évidente de l'être humain, eh bien, le rêve va également faire partie des fonctions cérébrales qu'on dit automatiques, c'est-à-dire que tout le monde rêve et tout le monde a des temps de rêve dans sa nuit. Maintenant, en effet, on ne s'en souvient pas tout le temps et on verra un petit peu pourquoi. Donc, une des premières fonctions du rêve, c'est qu'il va nous mettre en pratique nos comportements adaptés. C'est-à-dire que l'enfant, par exemple, qui va apprendre à jouer avec un copain ou qui va apprendre à faire du vélo ou qui va apprendre à écrire ou à lire, eh bien, en fait, va enregistrer un comportement dans la journée et puis la nuit. En fait, il va mettre en pratique ces comportements adaptés en les prévisualisant. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'entraîner dans le rêve à mettre en place des comportements adaptés. Mettre des comportements adaptés en fonction des autres, mais également en fonction de nous-mêmes. Par exemple, quand on est enfant et on cherche les bons mots ou on cherche un peu à répondre correctement, par exemple, à un camarade ou à un professeur, en fait, on va revivre la scène en rêve pour nous entraîner à nous comporter de manière adaptée. Donc, c'est pour ça que à partir du moment où on est en socialisation et qu'on a un cerveau qui cherche à entrer en relation, on va automatiquement rêver et on va mettre en pratique des comportements adaptés en les prévisualisant. C'est-à-dire qu'on se met en situation en rêve de jouer des scénettes en comportement adapté. Une des deuxièmes fonctions du rêve, c'est qu'il va mettre en mémoire, c'est-à-dire qu'il va faciliter le stockage de la mémoire d'un événement ou d'un souvenir. Par exemple, j'ai appris cet après-midi à faire un gâteau. C'était la première fois que je faisais un gâteau avec ma maman. Et donc, bien, le soir, il y a de très fortes chances que cet événement qui a été parfois chargé émotionnellement parce on a partagé un temps, on a appris une planification de tâches, c'est-à-dire que on va d'abord prendre les ingrédients, les assembler, les mettre dans un moule, les mettre dans un four, attendre la cuisson, le sortir, le manger. Donc, tous ces éléments de tâches sont des planifications de tâches qui doivent être entrées en mémoire. Et on a ça pour tout, pour se brosser les dents, pour prendre une douche, pour apprendre une poésie, pour apprendre à conduire, pour apprendre à être licencié. En fait, à chaque fois qu'on a un événement, en fait, tout n'est qu'apprentissage dans notre vie.
Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars 2025 et en fait, je n'ai jamais vécu de 27 mars 2025. C'est la première fois que je vis un 27 mars 2025. Donc, eh bien, cette nuit, probablement que je vais rêver d'éléments qui ont été marquants émotionnellement de ma journée du 27 mars 2025 et qui vont être stockés et mis en mémoire. Donc, comme ça fait très longtemps que j'ai appris à lire, ça fait très longtemps que j'ai appris à cuisiner, ça fait très longtemps que j'ai appris à conduire, ces éléments aujourd'hui n'ont plus besoin d'être stockés dans ma mémoire parce qu'ils font partie de ma mémoire dite automatique. En revanche, ce soir, je présente un Coffee Talk qui parle des rêves et finalement, c'est peut-être la première fois que je donne cette formation. Donc, eh bien, probablement dans cette nuit, je vais m'ajuster. Et si j'ai à redonner cette formation dans le futur, peut-être qu'elle sera mieux, peut-être qu'elle sera plus complète, parce que je me dirai, ah oui, tu as oublié de dire ça, et puis tu as oublié de penser à ça, puis tu pourrais peut-être parler de ça. Et donc ça, c'est ce qui va m'être dit pendant mon rêve, soit de manière factuelle, soit de manière symbolique, et nous le verrons un petit peu plus tard. Donc, chaque apprentissage qui va être signifiant pour l'individu dans la journée va être stocké en mémoire. C'est une des raisons pour lesquelles vous imaginez bien qu'un enfant doit dormir bien plus longtemps qu'un adulte parce que la signification des apprentissages qui sont proposés au cours de sa journée sont largement et bien plus importants que vous aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup moins de choses nouvelles qu'un petit enfant d'1 an. Donc, vous allez avoir un stockage automatique qui est bien plus rempli et en revanche, un stockage émotionnel qui va être plus signifiant, notamment si vous vivez des événements traumatiques, hein. Un traumatisme, c'est un défaut de mise en mémoire. Et donc, quand on vit des éléments traumatiques dans sa journée, on va on va y rêver le soir parce qu'on va chercher à résoudre l'élément émotionnel et signifiant de l'événement traumatique que l'on a vécu. Plus l'événement traumatique est important, plus on va avoir besoin de le vivre et de le revivre et de le revivre plusieurs fois en rêve pour arriver à une résolution traumatique agréable. C'est-à-dire qu'au départ, on vit la situation émotionnelle extrêmement riche, extrêmement chargée, et au fur et à mesure qu'on rêve l'événement, on arrive petit à petit à l'assimiler jusqu'à le faire éventuellement transformer en symbolique. On va le voir aussi tout à l'heure. Et on le verra évidemment de manière plus détaillée au cours de notre formation. Donc cette facilitation du stockage de la mémoire est un élément essentiel dans la fonction du rêve. Évidemment, comme je viens de vous le dire, le rêve a pour fonction la régulation émotionnelle. Il va nous permettre d'entrer en thérapie nocturne. Le rêve, c'est un peu un psychothérapeute gratuit de la nuit. Il va nous permettre de venir décharger des émotions qui sont parfois trop intenses, trop chargées et qui vont trouver une résolution dans le rêve. Quand, par exemple, on vit une séparation amoureuse, quand on vit des moments chargés émotionnellement ou que, par exemple, on a un examen le lendemain, eh bien, on va la nuit, alors rêver dans l'anticipation de l'examen, c'est-à-dire tu vas faire ça, tu vas arriver là, tu vas dire ça, etc. Et on va se préparer à. Et de la même manière que quand on vit un événement traumatique, par exemple une séparation, eh bien, on va se repasser des scènes en disant, ok, tu aurais dû dire ça, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû comprendre ça. Donc, dans un cas, on va préparer le futur avec une anticipation et une planification émotionnelle. Et dans l'autre cas, en fait, on va venir chercher à réguler l'émotion en apprenant ce qui a fait défaut, ce qui a été mal compris, mal perçu ou douloureux. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des moments chargés au niveau émotionnel quand on a des moments chargés dans notre réalité, puisque le rêve va être exactement le reflet de ce que l'on vit dans la journée. Donc, on n'est pas déconnecté de notre nuit. La nuit est la continuité du jour et la veille de la journée du lendemain. C'est-à-dire qu'elle est à la fois une résolution de ce qui vient de se produire et une préparation de ce qui va arriver. Donc c'est une régulation émotionnelle qui nous permet de nous préparer dans une forme de thérapie nocturne à venir se dire, OK, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai appris? Et comment je vais m'y prendre? Donc le temps du rêve est un temps où on va réguler nos émotions et ce de manière systématique et fondamentale.
Comme je vous l'ai dit, c'est un temps de renforcement des apprentissages parce qu'on va aussi nettoyer les circuits neuronaux qui n'ont pas forcément été utilisés. Par exemple, voilà, j'ai appris quand j'avais 5 ans à jouer de la flûte et puis passé ce temps-là, je m'en suis plus jamais servi. Alors en fait, je vais même aller plus loin, c'est que j'ai fait de la flûte, je crois, pendant tout mon collège, peut-être comme certains de vous. Et très sincèrement, je ne m'en suis plus jamais servi et je pense que c'est une très bonne chose pour l'ensemble des musiciens du monde parce que je jouais extrêmement mal. Mais il se trouve que j'ai quand même appris à lire des notes, à faire des choses avec mes doigts, à produire des sons. Et donc j'ai appris à jouer de la flûte pendant environ 4 ans pour le bon vouloir de mon professeur de musique qui était fort désespéré d'entendre les sons qui sortaient de ma flûte. Mais Dieu merci, arrivé à peu près au lycée, je me suis dit, en fait, est-ce que je vais vraiment me servir de cet apprentissage? Non, très probablement pas. Donc, il y a eu au cours de mes nuits un nettoyage nocturne de cet apprentissage et qui a effacé les circuits neuronaux qui n'avaient plus vraiment d'intérêt dans l'apprentissage de la musique. En revanche, certains qui vont avoir une vie musicale extrêmement riche, eh bien, ils vont avoir des chemins neuronaux extrêmement fournis dans cet apprentissage-là de la musique. Donc, la nuit, en fait, mon cerveau va nettoyer les circuits neuronaux qui vont être pertinents et qui vont être utiles à garder, et d'autres qui ne vont plus du tout être utilisés et qui ne vont plus avoir de sens. Par exemple, on dit que faire du ski, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Bah, c'est vrai que si le chemin neuronal de faire du ski a été nourri, appris et quelque chose d'un apprentissage qui devient automatique, eh bien, en fait, il n'y aura jamais de nettoyage nocturne. Au contraire, il y aura un renforcement de l'apprentissage, notamment la nuit. Moi, j'ai fait du ski à haut niveau quand j'étais plus jeune et quand je faisais des compétitions. Je me souviens que quand je me couchais après la compétition, mon corps continuait à skier. C'est-à-dire que j'avais l'impression, alors que j'étais allongée sur mon lit, que je continuais à passer les piquets et que mon corps continuait à s'entraîner, à glisser sur la neige, à travailler sur les appuis, à travailler sur l'écart. Donc, il y a à la fois un renforcement des apprentissages, des chemins neuronaux où en fait mon corps a continué à skier même la nuit. Et puis, il y a un nettoyage nocturne des apprentissages qui n'étaient pas pertinents et qui ne m'ont pas servi et qui n'ont pas eu d'utilité pour plus tard. Qu'est-ce qui se passe encore pendant les rêves? Eh bien, il y a aussi cette maturation cérébrale anatomique et fonctionnelle qui va permettre en fait à nos cerveaux de bien grandir, de bien vieillir, d'avoir une fonction anatomique efficiente, à prévenir les pathologies neurodégénératives, à avoir une bonne fonctionnalité anatomique, c'est-à-dire qu'on va prévenir également tout ce qui est accident vasculaire cérébral, on va prévenir tout ce qui est pathologie en lien avec des troubles émotionnels, on va prévenir toutes les pathologies cancéreuses à travers une bonne fonction du rêve et une bonne maturation cérébrale qui va être privilégiée pendant les temps de sommeil. Donc c'est vraiment des temps qui sont essentiels à la bonne santé cérébrale et à la bonne santé mentale. Mais une fois qu'on aura bien abordé toute la partie physiologique et essentielle, donc de toutes ces fonctions de mise en mémoire, de comment ça fonctionne, de quelles sont les zones qui sont activées, des fonctions des amygdales, des hypophyses, de l'hypothalamus, et on viendra un petit peu expliquer d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, quels sont les circuits qui sont activés pendant les fonctions du rêve. On a évidemment toute une fonction également symbolique qu'on appelle l'accès au désir refoulé. Et c'est toute la partie analytique et symbolique de nos rêves. C'est tout ce qu'on aime aussi trouver, hein. On trouve, quand on parle des rêves, forcément, on va parler de toutes ces symboliques. Alors là, j'ai rêvé des dents, j'ai rêvé des cheveux, j'ai rêvé de l'eau, j'ai rêvé de la voiture. Et on va venir chercher une compréhension plus symbolique de nous-mêmes. C'est comme si on avait accès à une partie plus profonde de nous, hein, bien sûr, puisqu'on a accès à notre inconscient et à nos désirs refoulés. Donc, c'est aussi toute une partie qui est extrêmement importante, notamment dans l'accompagnement en psychothérapie et dans mon quotidien auprès de patients. Donc là, on va aller plus profondément au niveau des mécanismes du rêve. Donc, d'un côté, on a les fonctions du rêve et tout ce qui est partie physiologique, à quoi ça sert, comment ça se passe, dans quelle phase du sommeil elles arrivent, et puis tous les mécanismes du rêve qui sont plus dans des phases d'accès au rêve. Donc, la condensation, c'est un des éléments
qui nous a été transmis par Freud, hein, qui est un de mes théoriciens avec Ferenczi, avec Jung, hein, bien sûr, avec la théorie des archétypes qui sont vraiment mes référentiels théoriques. Et donc la condensation va être un outil d'analyse des rêves où on va agréger finalement plusieurs images dans un rêve et qui vont prendre un sens symbolique et qui vont donner comme une photo d'un moment de notre journée. Comme je vous l'ai dit, finalement, s'il faut qu'on arrive à enregistrer plusieurs temps de notre journée dans des temps qui sont courts, eh bien, on va condenser ces temps dans un seul rêve pour que, en un seul temps, on ait plusieurs apprentissages qui se fassent en même temps. Ce sont les temps de condensation et on va venir comprendre à quoi ils servent, comment on les repère et quelles sont les symboliques qui sont derrière et qu'on pourra repérer en fait quels sont les rêves qui sont de type condensation, mais quels sont aussi les rêves qui ont une fonction de déplacement. Alors le déplacement, c'est une fonction défensive du rêve, qui est un processus qui est présent dans la formation notamment des symptômes hystériques ou obsessionnels et dans les productions de maux d'esprit ou dans le transfert. Le déplacement, il peut également se déplacer sur un objet phobique, par exemple, quand j'ai des patients qui vont rêver de serpents, des patients qui vont rêver d'araignées, des patients qui vont rêver d'avions. Donc, ces objets qui peuvent être parfois des objets phobiques hein, pour l'individu vont permettre d'accéder à des niveaux d'angoisse qui ne sont pas que dans l'objet en lui-même, c'est-à-dire pas que dans le serpent, l'araignée ou l'avion, mais qui vont avoir des fonctions de symbolisation d'une angoisse qui est parfois plus large, qui peut atteindre par exemple des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, des personnes qui ont vécu des temps de violence psychique. Donc cette fonction de déplacement sur l'objet va être aussi l'objet d'une analyse en thérapie et de réflexion autour de cette notion de déplacement qui sera évidemment abordée. Une des notions aussi des différents mécanismes du rêve, c'est ce qu'on appelle la figuration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, nos pensées vont se représenter en images. Par exemple, en fait, on s'est disputé avec un collègue de travail et la nuit qui le suit, on va rêver de monstres, par exemple. Eh bien, en fait, ce monstre va être la représentation symbolique, l'image d'une pensée où on a été agressé par un collègue de travail et qui va être symbolisée dans un rêve à travers une figuration. Et donc, cette image qui va nous être proposée à travers un monstre va être en fait la figuration d'une pensée d'agression qu'on a vécue dans la journée. Et donc, on va aussi la travailler évidemment en thérapie, mais également à travers la formation et la symbolique. Et puis enfin, on aura comme dernière notion ce qu'on appelle l'élaboration secondaire, qui est un processus qui va se produire lorsque l'inconscient va collecter toutes les images du rêve et les assembler pour donner un sens au rêve. Alors c'est différent d'une condensation parce que dans l'élaboration secondaire, en fait, il y a une histoire. Et en fait, il y a tout un processus où le rêve va, à travers une assimilation d'images assemblées, va construire une histoire. Et cette histoire va être en fait symbolique d'un contenu latent, refoulé chez l'individu, qui va être à l'origine d'un travail psychique très intéressant. C'est pour ça que tous les rêves peuvent être travaillés, tous les rêves sont du matériel psychique intéressant, tous les rêves sont l'occasion de le travailler en thérapie et sont extrêmement intéressants de faire un carnet de rêves pour des psychothérapeutes. Et j'ai très envie de vous accompagner à travers cette formation pour vous inviter à mieux accompagner vos patients. Parce que évidemment, en fait, qu'est-ce que le rêve si ce n'est qu'aussi la symbolique de rêver grand? C'est-à-dire qu'on a le droit, à travers le rêve,
de se projeter dans un futur et de se voir comme on aimerait être, dans une situation qu'on aimerait avoir, par exemple la réussite à un examen, être en couple avec une personne qui nous respecte et qu'on aime profondément, avoir des enfants, ça peut être aussi partir en voyage, s'installer à l'étranger, ça peut être changer de travail, se reconvertir, se voir dans d'autres configurations qu'on est aujourd'hui. Le rêve va être une porte d'entrée pour nous préparer. Et souvent, je dis, mais rêver grand, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des opportunités de nous projeter dans une version de nous-mêmes encore meilleure et encore plus grande. Donc, ces temps-là, qui sont des temps de notre vie, qui sont une grande partie de notre vie, peuvent être à la fois du matériel psychique pour nous donner l'occasion de résoudre des conflits psychiques, de nous aider à nous réguler émotionnellement, de nous aider aussi à mieux enregistrer nos apprentissages, mais également de nous projeter dans un futur qui soit plus ou moins proche ou lointain, pour nous permettre d'accéder à une plus grande version de nous-mêmes, à une meilleure version de nous-mêmes. Donc, au cours de ces temps de formation, ce sera autant de sujets qui seront abordés pour nous permettre, en fait, à la fois de comprendre la fonction du rêve sur le plan physiologique, mais également sur le plan symbolique et psychique, pour comprendre ce que ça veut nous dire pour nous. Mais évidemment, au départ, il va falloir se souvenir de nos rêves et donc euh, nous amener à nous préparer à rêver et à nous autoriser à voir ce temps de notre vie comme l'opportunité de nous transformer, de nous guérir, de nous changer, de nous améliorer, de mieux apprendre, de mieux comprendre ce qui se passe. Et pour ce faire, il nous faut avoir tout un protocole de préparation pour organiser ce temps qui s'appelle le sommeil. Ce n'est pas un temps passif, mais au contraire, ce sera un temps actif. Alors voilà, j'espère vous avoir donné envie de vous inscrire à différentes formations que je vais pouvoir donner. Donc, on vous a remis une petite information pour me présenter. Donc, je vais vous le redire, mais donc, je suis psychomotricienne, psychothérapeute, psychologue, hypnothérapeute. Je suis formatrice en méditation de pleine conscience. Je suis praticienne en EMDR, donc spécialisée dans le trauma. J'accompagne des patients dans la pratique du rêve à travers mes accompagnements psychiques et thérapeutiques. Je vais également vous proposer une formation qui sera un peu dans la continuité du rêve, qui permettra de prévenir et d'accompagner tout ce qui est troubles du sommeil chez nos patients, un petit peu en complément de la formation du rêve, où on viendra vraiment parler de tout ce qui est troubles des endormissements, les notions aussi de médication, de comment aussi se sevrer parfois des médicaments, des somnifères, etc. Et puis une formation autour du deuil et d'accompagner le deuil et de traverser l'absence. Donc ça, ce seront les 3 formations courtes que je vais donner au cours de cette année. Donc en avril sur les rêves, en juillet sur le sommeil, qui sera un petit peu en complément de cette formation. Et enfin, un troisième temps qui sera sur le deuil et sur l'absence, mais qui est aussi une continuité de nos rêves, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, le deuil et l'absence pourront être mieux travaillés si on a compris comment on pouvait utiliser nos rêves et à quoi ils servaient. C'est-à-dire que euh, rêver, c'est pas accessoire, c'est fondamental et c'est physiologique, de la même manière que le sommeil, de la même manière que les épreuves et le traumatisme. Tous ces temps-là sont des temps qui sont normaux, qui sont faits. On est fait pour les traverser, on est fait pour les comprendre, on est fait pour les appréhender. Et ces temps-là de formation sont faits à la fois pour des thérapeutes qui ont envie de mieux accompagner leurs patients sur ces thématiques-là, mais également sur tout un chacun qui souhaite mieux comprendre ce qu'il vit, mieux comprendre ce qu'il traverse. On rêve tous, on dort tous et on va tous traverser des temps de deuil et des temps d'absence. Et donc, on peut tous être confrontés à ces thématiques au cours de notre vie. Donc, les temps de formation
pour le mois d'avril, ce sera mieux rêver et rêver grand avec ces objectifs de formation qui seront d'explorer donc l'importance des rêves dans le développement personnel, mieux comprendre aussi tout ce qui est régulation émotionnelle avec des outils psychologiques, des outils thérapeutiques, et puis d'apprendre à utiliser nos rêves, à comprendre tout ce qui est signification, symbolisme et toute la démarche analytique autour des rêves actifs. La formation autour du sommeil qui sera donnée en juillet et qui permettra d'approfondir nos connaissances théoriques sur le sommeil, l'impact clinique, comprendre les évaluations du sommeil, comment j'accompagne un patient qui présente des troubles du sommeil avec des temps de stratégie thérapeutique, avec beaucoup de temps d'échange et des approches cliniques importantes. Et enfin, donc cette dernière formation autour d'accompagner le deuil, traverser l'absence, qui permettra d'avoir des outils thérapeutiques d'accompagnement à la fois pour ceux qui traversent cette épreuve, mais également à travers les thérapeutes qui accompagnent les patients pour mieux les soutenir dans ces épreuves de vie difficiles, en mettant du sens sur cette épreuve compliquée qui permet une résolution traumatique avec une résolution dans les processus de deuil. Donc, ce sera au mois d'octobre de cette année. Pour ceux qui ont participé à ce Coffee Talk aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un code promotionnel qui permet d'obtenir une réduction de 20% sur la formation Mieux rêver et rêver grand avec le code Coffee Rêve 20 que je vous mets en lien ici sur les slides. Donc, si vous vous inscrivez dans la suite de notre Coffee Talk, vous avez la possibilité d'avoir une réduction sur cette formation qui aura évidemment lieu en ligne intégralement via la plateforme Sowell et qui sera donc les 12 et 13 avril, donc c'est un week-end et une formation qui permettra donc d'être dans la suite de notre Coffee Talk pour mieux comprendre et rêver grand, accompagner les rêves. Enfin, eh bien, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ceux qui veulent plus se former à toute cette approche autour du deuil, du sommeil et des rêves, il y a évidemment le diplôme universitaire européen donc, que je dirige également en ligne à l'Université Miguel de Cervantes et qui est un diplôme européen qui s'appelle Méditation et pratique respiratoire et donc qui est un diplôme qui s'inscrit dans une formation universitaire complète qui permet une formation donc, sur environ une année universitaire. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'avoir des informations sur le contenu de notre formation, eh bien n'hésitez pas à contacter l'équipe de Sowell qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vais laisser maintenant la parole à Fabrice. Voilà, je vais te poser donc les différentes questions qui ont été posées. Tout d'abord, merci pour ce bel exposé qui donne envie d'en savoir plus. Alors évidemment, il y a des questions qui sont très vastes et je suppose que tu ne pourras pas y répondre en totalité. C'est ce qui fait plaisir justement de faire des journées complètes. La première question, c'est peut-on choisir de rêver, voire choisir son rêve? Alors, tout à fait. C'est possible en fait de demander à notre inconscient de nous aider, par exemple, à régler un problème ou un conflit. Par exemple, je suis actuellement en conflit avec un collègue de travail et je suis un petit peu dans une situation insoluble où je me heurte systématiquement à des difficultés de communication, par exemple, ou des difficultés relationnelles ou émotionnelles. Eh bien, je vais poser une intention au moment de l'endormissement en demandant à mon inconscient de m'aider à trouver une solution dans ce conflit à travers une résolution traumatique et à travers donc une régulation émotionnelle. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ce sera un temps où on va chercher une issue à un conflit émotionnel qui existe. Donc, tout à fait. De la même manière que quand on est en accompagnement traumatique, on est dans des réviviscences de moments
de trauma, au moment de l'endormissement. Évidemment, on va le travailler en thérapie, mais également, on va poser des intentions. Par exemple, j'accompagne certains patients en leur disant, bah voilà, vous allez, quand vous vous couchez, demander à votre intention que l'événement traumatique qui se présente à vous soit moins violent ou qu'on trouve une issue qui soit plus symbolique et plus métaphorique. Par exemple, une explosion va se transformer en rugissement de lion, et puis au fur et à mesure, le rugissement de lion va se transformer en un lion qui marche dans la savane. Donc au fur et à mesure du temps du sommeil, on sera passé dans souvenir traumatique avec une explosion et un moment, par exemple, d'attentat, à un lion qui marche dans la savane. Et ce sera une intentionnalité au départ qui pourra être posée au moment de l'endormissement. Alors, on ne va pas demander à ce qu'on voit un lion dans la savane, c'est pas comme ça que ça se passe, mais on va demander à notre inconscient de nous aider à ce que ce soit moins douloureux et moins difficile. En tout cas, de toute façon, c'est l'objet et c'est le projet du rêve. Donc, on va simplement venir intentionnaliser quelque chose qui est une fonction physiologique de notre cerveau. Alors, je vais poser une deuxième question. Est-ce que le fait d'avoir une activité onirique très intense est physiologique ou ça doit faire chercher une pathologie du sommeil? Ah non, pas du tout. C'est une fonction physiologique. Alors, comme c'est en lien avec notre vie émotionnelle, c'est vrai que les personnes qui ont une hypersensibilité ou une vie émotionnelle très intense vont avoir une vie onirique très intense. De la même manière que ceux qui ont peu accès à leurs émotions et qui arrivent peu à élaborer autour de leur vie émotionnelle ont rarement accès à un matériel de rêve. Donc, notre vécu émotionnel va être en lien avec notre vécu onirique. De la même manière que ce n'est pas une pathologie d'être hypersensible, c'est une particularité, on va apprendre à la réguler et à vivre avec, eh bien, le rêve va être en miroir de notre vie émotionnelle. Alors, il y a aussi une question. Y a-t-il un lien? Quel est le lien entre, attends, que je retrouve la question, entre somnoliki et sommeil finalement, et rêve? Entre somno, quoi? Les gens qui parlent en dormant. J'ai dû aller voir au Ah, dictionnaire pour comprendre ce que c'était. euh, Donc c'est pour ça que je oui, me suis trompé, j'ai perdu la question, mais grosso modo d'accord. c'est ça. Oui. Alors, on pense que normalement le rêve fait partie du sommeil paradoxal et que du coup pendant le sommeil paradoxal, normalement le corps est complètement immobile et donc on ne pourrait normalement pas parler ni bouger. Or, euh, de très nombreux cas expriment qu'on a crié en rêve, pleuré en rêve, parlé en rêve, ou bougé ou fait des mouvements en rêve. Donc, en fait, on va aussi rêver dans des temps qui ne sont pas des temps de sommeil paradoxal, mais qui sont dans des autres phases de sommeil. On le verra hein, dans la physiologie. Et donc, il est parfaitement normal d'avoir des temps où l'on va avoir une activité physique dans le rêve. Ce sont des rêves très intenses qui sont en lien avec un vécu émotionnel très intense dans la journée. Parfait, merci. Alors, est-ce que il y a une belle réflexion qui dit ici, ce n'est pas une question, le rêve, c'est aussi et surtout le gardien de notre sommeil. Je trouvais ça joli. Alors, est-ce que Alors, c'est le gardien de notre inconscient. question suivante, et c'est la dernière parce que sinon tu vas parler toute la nuit. Est-ce que le fait d'échouer à métaboliser une charge émotionnelle négative pendant le rêve, ça risque de se convertir en cauchemar? Alors, le cauchemar est un événement chargé émotionnellement qui n'a pas de résolution émotionnelle positive, tout à fait. Donc, en fait, on va apprendre à notre cerveau, mais même à nos enfants, à résoudre notre conflit psychique dans le cauchemar. Je vais exprimer. Quand mes enfants étaient petits et que bah, ils rêvaient de monstres ou de fantômes et que bah, comme beaucoup, ils se mettaient à pleurer et à m'appeler pendant leur sommeil, je venais dans leur chambre et je leur disais, oh, quel dommage, tu n'es pas allé assez loin. Alors ils me regardaient avec des grands yeux en disant, mais ouais, oui, tu t'es arrêté trop tôt.
En fait, ce qui se passe dans ta tête, tu peux parfaitement le changer. Et donc, je leur apprenais à mettre des nez rouges de clown sur les monstres, à les faire changer de taille, à les déguiser en licorne, à mettre de la paillette derrière. Et donc, je leur apprenais à venir transformer le rêve pendant qu'ils rêvaient, pour leur permettre en fait d'apprendre à résoudre un cauchemar pendant qu'il est en train d'être fait. Et on va apprendre petit à petit à nos enfants à être des acteurs de leurs rêves. Et on le fera pendant la formation. Ça, c'est magnifique. Alors, j'ai une dernière, allez, parce qu'elle est belle. Les schizophrènes ont-ils des rêves et comment sont-ils analysés? Les schizophrènes ont des rêves, bien sûr, tout le monde rêve, et ils sont analysés comme en fait on travaille avec eux sur leurs angoisses ou leur délire. C'est-à-dire qu'on va d'abord et premièrement les écouter et écouter ce que ça leur fait vivre émotionnellement. Un rêve va avoir une signification pour chaque individu. Et souvent, je dis, comment vous êtes quand vous êtes en train de rêver ça? Certains, quand ils vont rêver d'une voiture, ça va être un kiff absolu parce qu'ils adorent les voitures. Et moi qui ne sais pas reconnaître une Clio d'une Jaguar, je suis vraiment désolée, ça ne va absolument rien évoquer pour moi une voiture. Donc, ça ne va pas me générer une émotion extraordinaire. Donc, en fait, chaque élément du rêve va être signifiant pour l'individu, y compris pour les schizophrènes, qui sont des êtres humains parfaitement normaux, j'ai envie de dire, mais avec une pathologie particulière et un vécu d'angoisse particulier. Juste pour rebondir ces questions, moi, je suis un grand fan de science-fiction et un écrivain qui s'appelle Philippe K. Dick, c'est l'écrivain qui a créé Blade Runner, Total Recall et compagnie. C'est un grand schizophrène et la plupart de ses livres sont inspirés par ça. Bien sûr. Et en fait, quand on prend le temps d'écouter les schizophrènes, on entre dans un univers fantastique et ce sont des gens qui sont d'une grande richesse émotionnelle et une grande vie onirique. Donc, il ne faut pas avoir de préjugés, surtout en psychiatrie. Voilà, bah écoute, Marie, merci beaucoup. Donc, on vous donne rendez-vous lors des prochaines formations courtes. On pourrait peut-être rappeler les dates parce que la première a lieu un samedi et un dimanche. Je pense que c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire on a choisi cette date-là exprès pour ne pas que les gens doivent prendre congé pour pouvoir assister à ta formation. Alors, la formation aura lieu les 12 et 13 avril 2025. On vous donnera les horaires, mais je ne suis pas particulièrement une lève-tôt, donc généralement on commence à 9h30 les formations et on finit autour de 16h30, 17h les journées de formation avec un temps évidemment de déjeuner. Donc on a une journée une jolie journée de formation dans le week-end, donc le 12 et 13 avril 2025, qui est également disponible ensuite sur la plateforme. Donc, on peut s'inscrire à la formation et ne pas la voir en direct. Elle sera enregistrée, donc on aura également accès à cette formation en différé si on le souhaite. On peut s'inscrire à la formation et ensuite avoir accès aux liens de visualisation de la formation dans un second temps. Si par exemple on est disponible que le samedi ou que le dimanche, on aura évidemment accès à la formation ou même la différer. Moi, j'ai des patients qui s'inscrivent à des formations et qui la regardent en petits morceaux quand ils sont chez eux le soir et qui ne la prennent pas en 2 jours d'affilée. Donc, c'est une belle occasion finalement de revoir et d'approfondir ce sujet. En tout cas, je voulais vous remercier. Évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes J'espère les. avoir répondu à la question d'à quoi servent les rêves, hein, avec toutes ces abords physiologiques et symboliques, et que j'espère vous rencontrer nombreux à la formation Mieux rêver et rêver grand. Voilà. Et si vous avez des questions un petit peu plus précises, je vois que Roger Satchel, par exemple, une petite réflexion, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous en privé sur le mail d'info de Sowell Formation. Je vous invite aussi à aller visiter le site de Sowell Formation. Vous trouverez plein de petits trésors, plein de petites pépites cachées. La pépite de ce soir, c'était Marie. Marie, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vous Merci à souhaite à vous. tous une belle fin de semaine, un bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Et n'oubliez pas Merci. le code promo pour ce soir, donc c'est Coffee Rêve 20, donc Coffee C-O-F-F-E-E Rêve R-E-V-E 20 qui vous permet d'avoir 20% de réduction. C'est quand même un chouette cadeau qu'on vous fait. Bonne soirée, à bientôt.